Takayoko. Je voudrais avoir de vos nouvelles. Voilà que le temps change chez vous. Tokyo risque d'être sous le vent de la centrale de Fukushima pour le week-end. Que vont faire les 35 millions d'habitants de la ville? Qu'allez-vous faire? Calfeutrer? Sortir en combinaison étanche? Est-ce que vous avez été averti à temps? J'ai essayé déjà vos 2 adresses de courriel. Je n'ose pas utiliser votre portable pour me rassurer. Moi qui suis bien à l'abri dans ma campagne française. Pas ajouter non plus le voyeurisme à votre affolement. Je fais donc la seule chose qui aide et fait passer l'angoisse. Je vous écris une lettre que je traduirai en anglais pour que vous sachiez combien je pense à vous. Lettre à une amie japonaise. Voici juste une année, vous m'aviez invité un soir à 7 heures. Le printemps débarquait à Tokyo, avec ses branches de cerisier qui passaient en une nuit, des bourgeons noirs aux pétales blancs sans avoir eu de feuilles. Rendez-vous devant la banque où vous travaillez. Je relis votre courriel expliquant en détail la manière de vous retrouver. Prendre la ligne verte du métro en direction de Shinjuku. Sortir à Shibuya. Changer pour la ligne jaune direction Ginza. Descendre au premier arrêt Omotesando, prendre la sortie B4. En ressortant de terre, arrêtez-vous face à Mizuho Bank. Soyez à l'heure 7.00. C'était votre manière japonaise et précise de me fixer rendez-vous. Je recopie ça tranquillement comme on parcourt la correspondance de quelqu'un qui s'est tué. Mais vous allez répondre à mes premiers messages, s'il vous plaît. À cette heure, il fait nuit chez vous. En vous réveillant, écrivez-moi. La trop courte histoire de Yuzuke, le sacrifié, ou chronologie des événements à la centrale de Fukushima. Vendredi 11 mars, 14h46. Un tremblement de terre de magnitude 9 frappe la côte nord-est du Japon. Il déclenche un tsunami meurtrier qui balaye les rivages de l'archipel. 5 heures plus tard, le gouvernement japonais fait état d'un problème dans le circuit de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Samedi 12 mars 2011. Les techniciens relâchent en urgence de la vapeur pour éviter une pression trop importante dans l'enceinte de confinement. Au sein de la salle de contrôle de l'unité 1, le niveau de radiation est 1000 fois supérieur à la norme. Forte explosion, avec projection de débris et émission d'un panache blanc. La partie haute du bâtiment et la toiture s'effondrent. Décharge de pression sur l'unité 2 à la suite d'une fuite de liquide de refroidissement du réacteur. Refroidissement en urgence à l'eau de mer. Dimanche 13 mars 2011. À la suite d'une défaillance du refroidissement, lâcher de vapeur sur le réacteur numéro 3. Puis, injection d'eau de mer et d'acide borique à l'aide de la pompe à incendie. Important problème de refroidissement à Fukushima Daini, situé à 12 km de Fukushima Daiichi. Le Premier ministre japonais ordonne l'injection d'eau de mer borée dans le réacteur. ラーメン食べてた跡がここにあったりとか、人が住んでたんじゃないかなっていうような雰囲気があったんですよね、ここに。
地震でやられてしまったり、あとはもう片付ける暇がもうなくて、もう一箇所にこう集めるような形だったんですね。でそんなことやってるうちにもう原発が爆発しちゃって、でも自分たちが逃げるのだけでももう何でしょう、放射線が付着してるとやっぱり子どもたちに遊ばせることもできないんで、もうこのまんまの状態で。Nous ne nous étions plus revus depuis New York. 後ろの建物はうちの Pendant 2 mois, vous habitiez au-dessus de ma chambre. うちなんで Chaque 大工だ nuit, ったんですよ。 j'entendais les longs téléphones qui vous reliaient au で Japon. すね。環境的に J'avais traduit en français l'un de vos textes. L'histoire d'une mère qui perd son enfant. Une tendre tristesse. Vous m'aviez alors laissé entrevoir ce qui comptait pour vous dans votre travail d'écrivain. Les blessures secrètes que vous colmatiez. J'arrive devant la banque. Vous êtes là, tout sourire. Maquillée à la new-yorkaise. Vêtements de princesse, couture japonaise. Vous me prenez le bras dans la foule dense du soir. Nous tournons à gauche, à droite. Je me laisse guider jusque dans une cave, où les serveurs nous accueillent en criant, où les cuisiniers transpirent derrière leur bandeau frontal. Vous négociez 2 places au bar. Et voilà. C'est aussi simple que ça, un rendez-vous à Tokyo. Je serais incapable de retrouver l'endroit. Me souviens pourtant des plats que nous avons goûtés et de beaucoup de choses que nous avons dites. En riant, ou pour de bon. Je remets la main sur un mot que j'ai griffonné le soir en rentrant à mon hôtel. Avec Kayoko dans un super bistrot, manger du bœuf nourri à la bière, du requin et du thon. Je n'ai pas osé protester et me faire inviter par elle. Ses yeux ne commencent pas tout de suite de chaque côté du nez. Il y a d'abord une surface lisse pour les larmes. La cheville, la nuque et les poignets sont les 3 endroits où la peau de la femme en kimono provoque l'extase de l'homme. Cette dernière remarque, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez faite ou si c'est une pensée qui m'est venue en voyant une autre femme en kimono. J'ai peut-être aperçu vos chevilles, vos poignets, mais vous cachiez votre nuque sous des cheveux très noirs. Nous avons parlé de votre 2e travail. Non plus la banque, mais l'université américaine, où vous enseignez la littérature. Est-ce que vous avez donné cours aujourd'hui? Il paraît qu'à Tokyo, la vie est normale. Les métros bondés, les bars aussi. Juste un peu moins de néons aux façades de Shinjuku. Pendant que passaient les mecs que je n'avais jamais goûtés, vous me racontiez le destin de votre grand-père, médecin militaire disparu dans la jungle pendant la 2e Guerre mondiale. Le lendemain, sur vos conseils, je suis allé visiter le musée d'art construit par Le Corbusier pour voir les peintures de guerre des artistes enrôlés dans votre armée, comme Fujita. Esthétique napoléonienne, sujet tristement guerrier, des milliers de soldats massacrés comme dans l'enfer de Bosch. Vous vous souvenez? New Guinea Campaign, Hashimoto Yaoji, 1944. Où en êtes-vous dans cette histoire d'ancêtres disparus? Que cherchiez-vous dans les horreurs de cette guerre? Je vous ai raconté ma rencontre de la veille, avec Maury, l'agent littéraire. Parlant de mon roman Kamikaze Mozart, il m'avait expliqué que les Japonais n'aiment pas qu'un étranger leur parle de leur histoire. Je n'avais pas à me mêler du destin des kamikazes. Vous aviez approuvé son point de vue. Notre malheur ne vous regarde pas, aviez-vous dit. Je vous avais trouvé dur. Et maintenant, votre malheur ne nous concerne-t-il pas malgré vous? Ces ouvriers de l'usine de Fukushima ne se comportent-ils pas en kamikaze? Samouraïs de l'atome? Un héroïsme qui ressemble à celui des liquidateurs de Tchernobyl, qui ont reçu de telles doses qu'on a dû les ensevelir dans des cercueils de plomb où ils refroidiront pendant 100 ans encore. Fêté dans les journaux, j'ai ça sous les yeux. Gloire aux héros de l'atome! Le réacteur est vaincu! Tchernobyl, lieu de tous les exploits!
Lundi 14 mars 2011. Seconde explosion. Cette fois dans le réacteur numéro 3 de Fukushima Daiichi. Soufflant le toit du bâtiment. 11 personnes sont blessées. L'injection d'eau doit être interrompue par manque d'eau de mer. Le circuit de refroidissement du réacteur numéro 2 cesse de fonctionner. Mardi 15 mars 2011. Explosion, endommageant l'enceinte de confinement du réacteur numéro 2. Le personnel est évacué, hormis 50 ouvriers chargés de refroidir les réacteurs en activant les pompes dans des conditions dangereuses. L'explosion a endommagé la piscine de condensation de l'enceinte de confinement du réacteur numéro 2. Incendie de la piscine d'entreposage du numéro 4. Explosion suivie d'un incendie dans le réacteur numéro 4. Élargissement du périmètre de sécurité, évacuation de la population dans un rayon de 30 km. Forte radiation près des réacteurs numéro 3, 3 et 4, désormais en zone rouge. Mercredi 16 mars 2011. L'hélicoptère mobilisé pour l'arrosage des piscines de stockage ne peut accomplir sa mission en raison de débits de dose trop importants. Les opérateurs sont évacués de la salle de contrôle centrale des unités 3 et 4. Le gouvernement japonais confirme un endommagement partiel de l'enceinte de confinement du réacteur chargé au MOX, mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium. Un hélicoptère de l'armée déverse de l'eau sur le réacteur numéro 3 de la centrale et de l'acide borique sur le réacteur numéro 4. Opération abandonnée en raison des émanations radioactives trop fortes. Face au malheur du tsunami, face aux pompiers morts, aux champs d'honneur, aux ingénieurs sacrifiés, volontaires ou non, je suis comme la Française venue tourner un film avec un acteur japonais qui lui répète « Tu n'as rien vu à Hiroshima ». Lui non plus n'aimait pas qu'on se mêle de son malheur. Hein. C'est dans Hiroshima mon amour de Marguerite Duras. Depuis 5 jours, chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, je suis devant les images de Fukushima. Panache de fumée, les hélicoptères qui larguent de l'eau sur des piscines à sec, les réacteurs ébréchés. Je vous entends me dire « Hé, tu n'as rien vu à Fukushima. Vous avez raison. Je suis à des milliers de kilomètres de là, sur une terre qui ne tremble pas, loin de la mer. Et on me dit que les journalistes s'enfuient, que les spécialistes de la radioprotection sont déplacés de plusieurs centaines de kilomètres. S'enfuient donc, eux aussi. Je déplore cette lâcheté professionnelle. Mais qu'aurais-je fait moi-même si vous m'aviez invité aujourd'hui et non le 18 mars de l'an dernier? Dans ce bar souterrain, vous m'avez expliqué les différentes manières de boire le saké. Soulever le gobelet de porcelaine quand on vous sert. Supplément au voyage dans les îles de Roland Barthes. Oui. C'est cela qui me plaisait dans votre cité. Le raffinement des pétales de cerisier qui pleuvaient sur la ville. Et les mots. Fukushima est devenu pour moi un de ces noms qui font sous la langue comme le bœuf élevé à la bière. Vous pouvez peut-être en détacher chaque syllabe, en dessiner l'idéogramme. Fukushima veut dire l'île du bonheur.
Les dieux ont dû se tromper. Un jour, à Kobe, peu après le tremblement de terre, j'avais rencontré des étudiants. Je leur avais lu en français 2 chapitres d'un roman où un jeune japonais faisait le tour du monde. Je le faisais parler de sa grand-mère irradiée. Chaque soir, il confiait ses sentiments à son journal. J'avais demandé à ce jeune public s'il appréciait qu'un Européen se mette ainsi dans la peau d'un de leurs compatriotes, si c'était réaliste, pas trop exotique. Je n'avais reçu que des compliments polis, accompagnés de révérences obséquieuses, jusqu'à ce qu'un timide jeune homme, dans le fond de la salle, demande la parole, et dans un silence glacial, dise quelques phrases dans sa langue. Quand il a terminé, j'ai demandé au traducteur pourquoi est-ce qu'il ne traduisait pas. Il a fini par jouer son rôle à voix basse. L'étudiant avait dit qu'un Européen qui évoque Hiroshima dans un roman relève du même mauvais goût qu'un Japonais qui programmerait un jeu vidéo sur les fours crématoires d'Auschwitz. Je n'ai su que répondre. J'ai mis plusieurs années à comprendre ces paroles. Et aujourd'hui encore, je compte l'anecdote pour faire partager ma honte d'alors. J'avais utilisé la fiction, là où 3 générations de Japonais essayaient de se confronter à la réalité nue. Auschwitz, pour moi, c'est l'horreur absolue. Non pas tant à cause des barbelés qu'on y conserve, du Hartmarfrei de l'entrée ou des enfants arrachés à leur mère. C'est le caractère industriel, la gestion des flux, le contrôle des processus, les rails qui pénètrent au cœur même de l'usine qui me terrifient. J'y suis retourné avec 4 adolescents de 15 ans. Nous avons pris des trains à travers l'Europe, une semaine de leurs vacances pour approcher lentement, non pas comme d'autres en avion ou en taxi qui pleurent un bon coup sur les victimes. Nous avons eu la gorge serrée pendant plusieurs jours, mais aucun de nous n'a pleuré. C'était pour essayer de comprendre. Maintenant que nous en sommes là, vous et moi, Kayoko, je dis vous parce que, en anglais, je ne suis pas certain de dire tu. Maintenant, je vais vous confier quelque chose d'indécent. J'ai visité plusieurs centrales nucléaires. Celle de Hanford, dans le nord-ouest des États-Unis, où le plutonium se fabrique à la chaîne. Savez-vous que dès 1946, des tribus indiennes ont été irradiées, comme ça, pour voir ce que ça leur ferait. Et Three Mile Island sur son île maudite, après la catastrophe de mars 1979. Et Koberg, sur le Cap, la seule centrale du continent africain. Le régime de l'apartheid y a construit des ogives nucléaires avec de l'uranium enrichi d'une centrale helvétique. Je suis fasciné par ces réacteurs hors d'échelle, par ces tours de refroidissement qui percent les nuages, par ces enceintes de confinement, ces parois d'acier derrière lesquelles les atomes se fissurent. Devant ces machines trop parfaites, j'ai le même sentiment de démesure, de folie humaine qu'à Schenshausen, Dachau ou Auschwitz. Et je sais ce qu'il y a d'indécent à dire que les camps de concentration sont les monuments de la folie de la première moitié du XXe siècle, et les centrales, ceux de la démesure de sa seconde. Mais c'est exactement ce que je ressens, malgré ou à cause de l'ordre et la rationalité qui président à leur architecture.ばあちゃん来年は帰ってくるからね。よろしくね。0.237ぐらいなんだね、もうね。ああ、ここはね、この石の上はね。いくつ？0.32。
もうそんなもんだよ。 0.33だね。Jeudi 17 mars 2011. Des militaires de l'armée de l'air américaine, ainsi que des membres de la sécurité civile japonaise, chargent sur un camion une pompe à haut débit fournie par les États-Unis. De l'eau de mer est injectée dans les réacteurs numéro 5, 1, 2, 3 et 4 de Fukushima Daiichi. 170 techniciens, dits pompiers du nucléaire, sur le site de la centrale de Fukushima pour mener les opérations de refroidissement. Rejet de vapeur en provenance des réacteurs numéro 5, 2, 3 et 4. 11 camions-citernes, habituellement utilisés pour contenir les manifestations, arrosent les réacteurs. Ça ne s'invente pas. Vendredi 18 mars 2011. Une semaine après le début des événements, le courant n'est toujours pas rétabli. Le nombre de techniciens sur le site est augmenté à 300. À l'annonce du passage au niveau 5 de l'échelle des incidents, l'exploitant présente ses excuses aux habitants vivant dans les environs de la centrale. Samedi 19 mars 2011. Le retour de l'alimentation électrique est annoncé pour le second générateur d'urgence du réacteur numéro 6. Démarrage de la pompe du système d'évacuation de chaleur résiduelle afin de refroidir la piscine de combustible de l'unité 6. Dimanche 20 mars 2011. Grâce au rétablissement de l'électricité, passage en arrêt froid des réacteurs numéro 5 et 6, désormais inutilisables. J'ai moi-même travaillé dans une centrale nucléaire en Suisse. Nous étions chargés de programmer dans la salle de commande un ordinateur qui diffuserait des alarmes au personnel mobilisé en cas d'avarie. Pour accéder à cette salle, nous devions traverser le chantier, où régnait un joyeux désordre. Les coffrages en construction et les murs en béton étaient abondamment couverts de graffitis. Les uns de caractère pornographique, d'autres franchement antinucléaires. Questions impertinentes en plusieurs langues, injures, y compris le fameux nucléaire plus con que tumeur. Je m'étonnais que ceux-là même, qu'on chargeait de construire l'usine, trouvent si peu de sens à leur travail. À vrai dire, j'étais dans le même cas, sans confiance, imaginant tout au plus que mon travail servirait en cas d'avarie. Plus tard, lors de la mise en service de cette centrale, je suis allé manifester avec quelques milliers d'antinucléaires, mon fils de 5 ans sur les épaules. Nous avons été frontalement aspergés par les canons à eau des gendarmes, étouffés dans leur gaz lacrymogène.
Heureusement, je connaissais l'endroit. J'ai pu indiquer le chemin de la retraite aux familles angoissées. Je pense parfois à ce menuisier juif qui rabotait des planches pour les nazis. Il s'est retrouvé un jour au Struthof, dans un bâtiment dont il reconnaissait le bois. Nous sommes pris à notre piège. Nous avons collaboré à un système que nous savions porteur d'une mort atroce. Nous n'avons eu qu'un courage intermittent pour nos propres idéaux. Je ne parle pas de renégats. Je parle de notre indifférence à la marche du monde, de notre opportunisme technologique. Je reprends ce matin devant mon écran. J'évite d'ouvrir les nouvelles de la nuit. Je sais que chez vous, il est plus de 16 heures et qu'il y aura un autre bilan en révision à la hausse du nombre des victimes dans les décombres du tsunami. Je retarde ce moment où je sentirai mon impuissance. Ce moment où je recevrai votre réponse. Enfin. M'annonçant que vous allez bien. Hier soir, dans un restaurant nord-africain, couscous ou tagine, je vous ferai goûter, arrive une famille aux yeux bridés. Elle venait ici aux côtés des Tunisiens, des Libyens, des Égyptiens, tous les malheurs de 2011 dans le même restaurant. En rentrant, j'ai reçu des nouvelles de Tetsuo. Il me dit qu'il va bien. À propos des réacteurs de Fukushima, il relève. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le tsunami, c'est fait de main d'homme, man-made. Tetsuo parle du niveau de radioactivité à Tokyo, en hausse, bien sûr. Mais il parie sur le fait que ce ne sera pas mortel pour les siens et pour lui. Pessimisme de la raison, optimisme de la volonté, aurait noté Gramsci. Tetsuo évoque les conflits entre les médias internationaux et ceux qui sont censés gérer la situation sur place. Selon lui, les populistes d'extrême droite et leurs blogueurs récupèrent aussitôt le conflit. Ils s'inquiètent encore de l'effondrement du cours de l'uranium, les mines australiennes cherchant déjà de nouveaux clients militaires pour écouler leurs minerais. This is dangerous! Enfin, il termine en se plaignant. Depuis 2 jours, il est privé de cinéma. Bon. Je finirai bien par ouvrir mon courriel pour prendre des nouvelles du Japon. Je suis sûr que vous allez bien, pas possible autrement. Ouais. Sûr aussi que vous me direz gentiment de me mêler de mes affaires. Si nous, occidentaux, avons un problème avec le nucléaire, il n'est que théorique. Tandis que vous, avec Hiroshima, avec Nagasaki, vous avez déjà donné. J'ai cherché dans mes cahiers les notes prises les 2 fois où je suis passé par Hiroshima. Elles ne dépassent guère une banalité affligeante. À Nagasaki, en 1992, j'avais visité l'endroit de l'impact majeur de la bombe sur cette ville. Et le musée des horreurs. Les nourrissons exorbités, les femmes sans cheveux, les chairs brûlées dans la pierre, une clochette en argent, incrustée, fondue dans la peau d'un grand-père. Et ce jour-là, le volcan Unzen était rentré en éruption. Votre empereur était venu pour rassurer les écoliers qui portaient tous des chapeaux coniques en amiante pour se protéger des retombées de cendres brûlantes. Nagasaki était déjà passé à la prochaine catastrophe. Ah! Je vous parle trop de mes angoisses, de mes remords atomiques, et en cela je suis contaminé et tiraillé dans un débat ridicule. Face aux catastrophistes, le nucléocrate a toujours raison. Le premier dit, je vous l'avais bien dit, la fin du monde est proche. Voyez ce que vous avez fait. Le nucléocrate, qui a pour lui l'urgence, a beau jeu de répondre. Vous avez une solution pour éteindre le réacteur? Non? Des hélicoptères? Des volontaires? Non? Des gens prêts à se sacrifier pour sauver les 35 millions d'habitants de Tokyo? Non? Alors taisez-vous! Le catastrophiste fait le poing dans sa poche, espérant, malgré lui, une prochaine fois, pire encore, pour qu'au moins le nucléocrate cesse de mentir. Voilà 40 ans qu'on aurait pu développer d'autres énergies. Moi-même qui écris des romans où les atomistes n'ont pas toujours le plus beau rôle, j'ai eu à subir les injures des nucléocrates. Un directeur de l'AIEA, à qui un journal avait ouvert ses colonnes, a traité ma prose d'erronée et abjecte.
Ce serait peut-être le temps de dénoncer la responsabilité personnelle de ces voyous dans les drames que vous vivez. Pour l'instant, ils gardent profil bas pour mieux ressortir leur venin dans quelque temps, comme après Tchernobyl, quand ils nous ont fait le coup du nuage atomique arrêté par les frontières. Cynisme de ces gens-là. Écoutons-les nier le problème des déchets contaminés, n'a d'égal que notre propre fascination pour tant de merveilles que la science et le progrès nous apportent chaque jour. Le bleu vif d'une piscine repose du combustible irradié. Cet azur incroyable, l'effet de Cherenkov, signe d'une activité atomique en cours, provoque chez moi une émotion que j'ose à peine qualifier d'esthétique. Je sais pourtant que la science n'est plus ce gai savoir que nous voudrions fêter. Quand Marie Curie puis Lise Meitner posent les bases de ce qui deviendra Hiroshima et Fukushima, elles ouvrent une voie dans un fouillis de théories mal ajustées, comme Haussmann a percé les grands boulevards parisiens. Peu à peu, on commence à y voir clair dans la structure de l'atome, la fission, la fusion. D'autres prolongent la machine à calculer de Pascal, l'électrifient, la réduisent en puces, et c'est un émerveillement continu. Un demi-siècle non plus de lumière, mais d'éclairs, de mémoire flash, illumination permanente, comme la nuit à Shinjuku quand scintillent les 1000 publicités pour une vie meilleure. Souvenez-vous, Kayoko, souvenez-vous. Cette histoire que vous ne vouliez pas croire. Une semaine avant notre rendez-vous, j'étais allé dans le sud de Tokyo pour visiter les immenses temples de Kamakura, leurs majestueux escaliers et ce fameux Ginko, le plus vieux du Japon. 1000 ans au moins, chaque année il renaissait. Or, j'avais photographié son dernier jour. Dans la nuit qui a suivi, une tempête terrible auquel il avait résisté pendant des siècles l'a déraciné, cassé, tué. Tout le Japon l'a pleuré, disant que c'était un mauvais présage. Et vous ne m'avez cru qu'après avoir vérifié la date sur le petit écran que je vous tendais. Vous avez assisté, m'avez-vous dit, à quelque chose qui ne devait pas se produire de votre vivant. Et voilà. Nous en sommes là, des catastrophes qu'on disait impossibles. Des noms qui se gravent en nous pendant des jours et que nous ne pouvons plus oublier. Des noms que des habitants prononçaient sans penser à mal, du genre « Hé, tu vas chercher un chou-fleur au marché de Tchernobyl ? N'oublie pas de passer à la poste de Fukushima Daiichi !» L'autre jour, quand j'ai entendu le nom de Sendai, la ville au nord de la centrale de Fukushima, je me suis souvenu de ma visite au marché de poissons et de cette pension où nous logions avec notre fils. Le blondinet de 5 ans tenait à peine sur la selle de mon vélo quand nous l'emmenions à travers les rizières d'une plage à l'autre. Le matin, en guise de petit déjeuner, l'aubergiste avait paissé des oursins crus. L'idylle familiale sur une plage de Sendai. Et maintenant, ça s'appelle Fukushima. Et la terre entière y a vu un panache blanc et lugubre. So late and cute. Sono un auto zwischen. Ja. So 0,9 late and cute. So late and cute. Meint, der wäre der verstrahlteste Mensch der Welt, ne? Der irgendwie in Tokio sich mal untersuchen lassen. Und dann haben sie gesagt, also, du bist Champion. ここは1.8。まだ来ないね。まだ来ないね。そろそろ何時か。Und ich denke mal, weil man es nicht merkt, sehen die Leute ja auch schnell drüber hinweg, also kehren die wieder zur Normalität hin. Weil würde Radioaktivität stinken, wäre hier kein Mensch.
Also wäre selbst TEPCO nicht mehr hier. Die sind ja sowieso nicht hier. Ja, aber dafür Ja, kaufen die. das Das wäre ja. genauso, als wenn sie dir einen Misthaufen unter das Fenster setzen und sagen, das stinkt nicht nach Scheiße, das ist Rosenduft. Das kommt dir nur so vor, als würde es streng riechen. Ja. So versuchen die Leute wieder hier zu ködern, dass sie hier wieder zurückziehen. Idiotisch das Ganze. Die kleinen Kinder müssen es ausbaden. Ich finde eigentlich nach wie vor, wir müssen einen Zaun und das ganze Ding machen. Naturschutzgebiet. Wölfe ansiedeln für die Wildschweine. Vielleicht ein Tiger, ein Amber-Tiger oder irgendwas. Ist doch wahr. Lundi 21 mars 2011. Le rejet radioactif se poursuit. Dû à des opérations de décompression volontaire des enceintes de confinement et à certaines fuites. Une fumée grisâtre s'échappe du réacteur numéro 3, considéré comme le plus dangereux en raison d'une forte charge en combustible MOX. Évacuation d'une grande partie des employés de la centrale. Le réacteur numéro 2 présente un dégagement de fumée blanche qui s'échappe d'une fissure du toit. Mardi 22 mars 2011. Nouveau dégagement de vapeur du réacteur numéro 2 et 3. Hormis les unités 5 et 6, les autres réacteurs ne sont toujours pas alimentés. Le ministre japonais de l'Industrie menace de punir les pompiers qui refuseraient d'intervenir à la centrale de Fukushima, où les doses de rayonnement radioactif sont très élevées. Augmentation de la température autour du réacteur numéro 1. Mercredi 23 mars 2011. Injection d'eau de mer dans le réacteur numéro 1 par le circuit d'alimentation en eau. Arrosage de la piscine numéro 4. 2 nouvelles fortes secousses sismiques de magnitude 5.8 et 6 près de la centrale de Fukushima. Le niveau de radiation atteint 500 millisieverts par heure, ce qui correspond à la dose de rayonnement à laquelle avaient été soumis les liquidateurs de Tchernobyl. Les autorités japonaises annoncent qu'un prélèvement de sol à 40 km au nord-ouest du site montre une très forte contamination en césium-137. À 100 mètres au large de Fukushima, des prélèvements d'eau de mer contiennent des niveaux d'iode 100 fois supérieurs à la norme japonaise. やっぱそうね、火事場泥棒に許せないですよね。弱い者いじめに感じる部分があって、もう震災の次に移動した時にはもう泥棒入ってるよなんて警察から電話があったんですけど、その後にやっぱ何回も入ってたり、カップラーメン食べてた跡がここにあったりとか、人が住んでたんじゃないかなっていうような雰囲気があったんですよね、ここに。地震でやられてしまったり、あとはもう片付ける暇がもうなくて、もう一箇所にこう集めるような形だったんですね。でそんなことやってるうちにもう原発が爆発しちゃって、でも自分たちが逃げるのだけでももう何でしょう、放射線が付着してるとやっぱり子供たち Il paraît qu'il est temps de s'indigner. C'est ce que dit ma mère de 92 ans au téléphone. Comme elle est aveugle, elle n'a pas vu le panache blanc. Mais me raconte qu'à l'âge de 5 ans, elle s'était réfugiée sous la table où les adultes discutaient sérieusement. Il y avait là son oncle, c'était en 1923. Il revenait du Japon. Il avait échappé de justesse au tremblement de terre. À voix basse, il en faisait le récit aux adultes. Des malheureux fuyant un incendie s'étaient réfugiés dans l'eau d'un étang, bientôt rattrapés par une coulée de lave incandescente. Ils mouraient ébouillantés. Ce n'était pas le tsunami ni un réacteur en fusion, c'était les deux à la fois, l'eau et le feu. Et disait l'oncle, les cadavres des paysans étaient blanchis comme des légumes à l'étuvée. Ma mère s'en souvient comme si c'était hier. Kayoko, j'espère que vous êtes en bonne santé, vous et votre mère, avec qui vous vivez. Vous m'avez fait manger du thon, malgré mes convictions. Vous mangez volontiers de la baleine, m'avez-vous dit. C'est une erreur, comme est une erreur chaque centrale atomique, où qu'elle soit. Avant-hier, j'étais invité pour une lecture au Granit, à Belfort.
Une ville où l'industrie électronucléaire offre nombre d'emplois. General Electric, Alstom, etc., etc. Comme les tranches de Fukushima étaient sous le feu atomique, j'ai cru bon de changer de programme. J'ai lu quelques pages d'un roman à paraître, Fusion, qui raconte les péripéties d'une experte japonaise, elle-même victime de la bombe sur Nagasaki, rentrant d'une mission de l'AIEA à Tchernobyl. La lecture commence à midi, entrée libre, sandwich, va-et-vient dans la salle à l'italienne rénovée par Jean Nouvel. Quand j'en suis arrivé au passage des liquidateurs exposés à une mort certaine pour avoir trop approché la tranche Lénine, tous les bruits d'emballage et de mastication ont cessé. 250 auditeurs, attentifs, émus, au souvenir de cette folie, de ces hommes transformés en sous-hommes, dont la vie ne sert à rien d'autre qu'au sacrifice. Entre 1985 et 1992, 800 000 personnes se sont relayées sur la tranche Lénine. Combien sont encore en vie aujourd'hui? Contre la fusion du cœur, on a donc prévu d'immoler le petit paysan du coin. Que peut un texte contre ça? Je me souviens d'un scientifique de 31 ans, Vital Michalon. Dans les années 60, il avait parcouru à pied le Népal, avait vécu dans un kibboutz en Israël, puis fait un stage au centre d'études nucléaires de Grenoble. Fort de ses connaissances, il pensait que le surgénérateur nucléaire était une folie. Vous avez rejoint en mars 1977 à Malville. Officier de réserve, il connaissait les explosifs. Il s'était retrouvé en première ligne de la manif quand elle a été prise dans l'entonnoir où le préfet de police prétendait liquider l'envahisseur allemand. Nous ne venions que de Genève à moins de 100 km. Vital a identifié les grenades, a donné des consignes pour qu'on puisse respirer, qu'on n'ait pas les tympans percés. Soudain, on l'a vu sortir d'une haie, plié en deux, se tenant le ventre, suivi par 2 gendarmes qui lui ont tourné autour, fusil pointé, alors qu'il gisait, puis sont repartis. Il avait un impact d'un diamètre de 6 cm sur le thorax. L'autopsie a conclu que ses poumons avaient explosé. Une sale affaire. Nous étions 60 000 sur place. Mais nous avons été battus militairement. Et la centrale de Malville est sortie de terre à l'endroit même où le sang avait coulé. Kayoko, en ce temps-là, nous nous voulions héroïques. Ceux qui avaient des enfants disaient faire ça pour eux, pour pouvoir un jour les regarder dans les yeux, mais nous avons perdu. Et pendant 40 ans, nous avons dû assister à la construction des sites nucléaires le long des fleuves et des océans. Ces camps retranchés, protégés par des batteries de missiles solaires, comme à La Hague. La défaite des antinucléaires a provoqué l'arrogance de la technoscience. Le commissariat à l'énergie atomique nous a promis, sans rire, la construction de 40 surgénérateurs d'ici la fin du XXe siècle. Dans le même geste, on nous montrait le Concorde, les tours de Manhattan et Malville. Réjouissez-vous! Certains se sont joints à cette folie. D'autres sont partis vivre de leurs moutons. D'autres encore ont commencé à tourner des films, inventer des musiques, écrire des livres, essayer d'y voir clair. Comprendre comment on peut être à la fois à l'intérieur d'un système totalitaire et complètement étranger à lui. Dissident. Dissident. Il va sans dire. C'est une position difficile à tenir, Yoko. Vous en savez quelque chose. Vous voulez savoir comment l'art et la politique peuvent se mélanger. Alors en principe, c'est 2 choses différentes. Il y a des moments où il est nécessaire que l'art dise quelque chose à propos de la politique. Mais il y a eu aussi beaucoup de moments où c'est la politique qui a dit des choses à propos de l'art. Donc, je pense que quand il y a un malaise général dans la société, comme on le remarque maintenant, ici, par rapport à des questions qui sont des questions que se posent les artistes, c'est-à-dire ces questions de qui je suis, pourquoi je fais les choses, à qui j'appartiens. Qui est ce nous auquel je me réfère quand je parle? C'est nécessaire que les artistes disent. Tous les artistes n'ont pas envie de dire quelque chose, n'ont pas une position particulière ou un droit particulier de le faire. Et il se trouve que là, on est dans une situation où les gens se regroupent pour dire des choses. C'est une vieille tradition que les artistes, chaque fois que la situation est devenue politiquement difficile, que ce soit au début de la Première Guerre mondiale, ou au début de la Deuxième Guerre mondiale,
pendant et après la guerre. Oui, voilà. Les artistes disent des choses. Et ils sont un peu... Moi, j'appelle ça des canaris. Vous savez, quand on va dans une mine, ou quand on allait dans une mine au XIXe siècle, le meilleur moyen de savoir s'il y avait encore assez d'oxygène pour les mineurs était d'emmener un canari. Et si ce canari arrête de chanter, c'est qu'il n'y a plus d'oxygène. J'allais dire que c'est assez mauvais. C'est très mauvais et qu'il va y avoir un coup de grisou. Donc, les canaris étaient ceux qui annonçaient en fait la possibilité d'une catastrophe. Et je trouve que les artistes, dans certaines situations, ils sont ce canari. Il y a quelques jours, je suis passé à Brang, paisible village de l'Isère, allongé non loin du Rhône. Cet endroit se donne l'air d'un fleuve au tracé hésitant, traversant un paysage aimé de Stendhal. En 1827, à l'intérieur de l'église du village, un jeune séminariste avait poignardé son ancienne maîtresse, Madame Michou, la femme du maire. Depuis, l'église avait dû être déconstruite, puis reconstruite. Stendhal l'ayant déplacée dans un lieu imaginaire qu'il appelle Verrières. Depuis l'apparition du rouge et le noir en 1834, le village a peu changé. Jusqu'en 2008, le maire en était encore à Monsieur Michou, peut-être parent de l'ancienne victime du séminariste amoureux. Brang a su tirer profit d'un autre épisode de son passé. Un poète qui cherchait une église digne de ses prières est venu y passer toutes ses après-midi pendant 20 ans. J'ai retrouvé sa tombe au coin d'un bois. Paul Claudel. Ouais. Tout ceci ne serait que littérature si à quelques pas de Brang, à distance de promenade bucolique, ne se trouvait une autre église hors d'usage. Cathédrale surmontée d'un dôme de 80 mètres dont la déconstruction dure depuis la fin du XXe siècle, sa fin n'en étant prévue que dans 20 ans. Ce gigantesque démantèlement coûtera 2,5 milliards d'euros. La centrale de Malville aura fonctionné pendant 18 mois, consommant le peu d'électricité qu'elle aura su produire. On ne lui aura pas laissé tenir ses promesses, bien qu'elle fût l'installation la plus audacieuse jamais entreprise par l'industrie nucléaire. Même les bombes d'Oppenheimer et de Sakharov ont demandé moins d'efforts. Malheureusement, le Premier ministre en exercice, le 19 juin 1997, a prononcé cette phrase assassine: le surgénérateur qu'on appelle Super Phénix sera abandonné. Depuis lors, on déconstruit Malville comme on a déconstruit l'église de Brang. Le chantier emploie une centaine d'employés d'EDF et au moins 300 prestataires, souvent renouvelés, puisque DATR, directement affectés à des travaux sous rayonnement. Ces irradiés volontaires vivent dans la région, parfois dans des caravanes garées non loin de l'église de Brang. L'année où Malville a été poignardé dans le dos, comme disent les anciens d'EDF, pour reprendre les paroles du juge à Julien Sorel, Brang est retourné à la littérature grâce à une association qui organise de sympathiques rencontres autour de livres, de vin clair, de saucissons et du souvenir des deux écrivains réunis dans une même dévotion. D'habitude, la littérature est de l'ordre du plaisir et des idées, et la science nucléaire de l'ordre du risque et du gigantisme. Ceux qui lisent Claudel ou Stendhal connaissent peu les dangers des 5000 tonnes de sodium toujours stockées à 180 degrés dans la cuve du réacteur. Et ceux qui, chaque jour, franchissent l'entrée, dite le hachoir, déposent leurs habits, se munissent d'un dosimètre et d'un code mental, se soucient peu des états d'âme littéraires d'un séminariste amoureux. Le romanesque d'un côté, la technoscience de l'autre. Rien n'a échangé. Me promenant le long des barbelés de la centrale de Malville, pris dans les herbes folles, j'ai soudain eu le même sentiment qu'au fond de la Pologne, quand j'avais ramassé un isolateur de porcelaine noircie, tombé de la clôture du camp d'Auschwitz pour la rapporter à un ami. J'ai pensé que la démesure humaine, l'hybris des Grecs, nous guettera longtemps encore. Il s'agit de déconstruire davantage que le cœur de nos centrales. Et pour ça, la littérature ne sera pas de trop. Jeudi 24 mars 2011. Le gouvernement japonais annonce que le démantèlement de Fukushima durera plusieurs décennies.
Voici juste une année, vous m'aviez invité un soir à 7 heures. Le printemps débarquait à Tokyo avec ses branches de cerisier, passait en une nuit des bourgeons noirs aux pétales blancs, sans avoir eu de feuilles. Je relis votre courriel. Kayoko. Hier, sans nouvelles de vous, j'ai visité votre site sur la toile. Il y a là de belles photos de corps nus et quelques textes de vous. J'ai revu aussi vos yeux étirés à côté de votre biographie et cette phrase que je fais mienne. We are no more closer to where we started from. C'est de cela qu'il s'agit. En route pour le démantèlement du cœur. Dans quelques jours, la jeunesse de Tokyo devrait venir s'installer dans les parcs avec des bâches bleues déployées le long des allées goudronnées. Chaque groupe réserve sa place avec des couvertures, des tatamis, des boîtes de repas en bois laqué, des canettes de bière, puis on se couche sur le dos pour voir les étoiles à travers les pétales blancs. J'avais aimé ces milliers de noctambules à l'écoute de l'équinoxe. Pour le moment, les vents mauvais n'ont pas encore rejoint Tokyo. Je voudrais tellement que cette fête du printemps, cette nuit sous les cerisiers, avec les bougies et les lampes de poche soit de nouveau possible. Je vous souhaite de tout cœur et vous embrasse comme vous aviez su le faire ce soir où je vous ai quitté. Les portes du métro se refermaient sur vous et vous m'aviez envoyé un baiser à travers la vitre. À bientôt, Daniel, Fran Lémenière, 18 mars 2011.